les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un nanar d'un genre très particulier, le nanar de luxe. Qu'est-ce que le nanar de luxe? C'est un nanar bourré de thunes, bardé de stars internationales, et qui pourtant évidemment se prend une gamelle monumentale. En l'occurrence, ce nanar se nomme Les Derniers Aventuriers. Et c'est une aberration filmique, c'est un film qui ne devrait pas exister, et qui pourtant existe. C'est un bug, un misfit, comme disent certains aujourd'hui. Une erreur, une grossière erreur, pourtant facilement prévisible, mais que les producteurs, tellement sûrs d'eux, n'ont pas du tout prévu. C'est ce qui fait le charme, effectivement, de ce ratage. Mais très sincèrement, Les Derniers Aventuriers est aussi un plaisir coupable, et du coup, certains d'entre vous me reprocheront peut-être de l'estampiller nanar. Parce qu'il est vrai, il faut reconnaître qu'il y a quand même pire que ça. Très largement. Mais, voilà, moi je persiste et signe, hein. Il s'agit d'un nanar déguisé en superproduction, ce qui peut prêter à confusion et arnaquer quelques spectateurs. Mais bon, quels que soient vos avis sur le film, j'espère que vous me remercierez, quoi qu'il en soit, de vous l'avoir fait découvrir, parce que c'est un film qui malheureusement est en train de disparaître de la mémoire collective. C'est vrai je ne sais même pas s'il est passé une fois à la télé, peut-être une maximum. Il est assez difficile à trouver en DVD ou en Blu-ray. Il n'existe qu'en import, hein, en zone 1, sans sous-titres français. Et voilà, les chaînes de télé ne sont plus tellement intéressées par ce produit assez bâtard et étrange. Mais avant de parler du film, parlons d'abord de sa source d'inspiration, qui est le roman Les Derniers Aventuriers, écrit par Harold Robbins. Alors, Harold Robbins est un drôle de personnage. C'est quelqu'un qui est né en 1916, il a fait énormément de jobs, tous aussi mal payés les uns que les autres, avant de découvrir sa voie, la littérature, et si possible, la littérature assez bas de plafond. J'entends par là des romans généralement situés dans le monde des ultra-riches, des romans qui dépeignent les turpitudes de ces gens-là, et qui souvent racontent l'ascension d'un pauvre au sein de ce milieu particulier. Voilà, ça c'est on va dire, c'est le fond de commerce de Harold Robbins. Harold Robbins dont certains critiques littéraires disaient qu'il avait inventé le sexe en littérature. Bon, loin s'en faut, mais disons qu'il avait un style très rentre-dedans, très imagé, très assez vulgaire, faut le dire, pour décrire les ébats sexuels, qu'on ne retrouvait pas forcément dans la littérature des années 50, 40, 50, puisqu'il a commencé à cette époque. Voilà, donc ces romans ont cartonné à travers le monde, hein. Il a réussi à vendre de son vivant 750 millions d'exemplaires de ses bouquins, ce qui est quand même pas mal. Pour vous faire un parallèle, c'est un peu le pendant masculin d'une écrivaine comme la sœur de Joan Collins, hein, Jackie Collins, qui tape également dans ce registre sexe et turpitude chez les ultra-riches. Voilà. Donc, en 1969, Lewis Gilbert, cinéaste déjà renommé, qui a entre autres réalisé un James Bond, On ne vit que deux fois, et Joseph E. Levine, un vieux producteur hollywoodien qui a eu ses gros succès, décide de produire Les Derniers Aventuriers. Alors, Joseph E. Levine avait déjà produit précédemment une autre adaptation d'un roman de Harold Robbins, The Carpetbaggers, Les Ambitieux en français en 1964, avec George Peppard et Carroll Baker, qui racontait ni plus ni moins que l'histoire d'Howard Hughes et entre autres de sa liaison avec Jean Harlow. Voilà. Film qui rapporta quand même 15 millions de dollars pour un budget de 3,5, ce qui incita donc Joseph Levine et Lewis Gilbert à se lancer dans cette aventure et à carrément mettre beaucoup plus d'argent sur la table. Les Derniers Aventuriers coûta quand même la bagatelle de 17 millions de dollars, ce qui était pharaonique à l'époque. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais on est pas loin du budget de Star Wars 7 ans plus tard. Donc c'est quand même une belle enveloppe. Voilà. Et afficher à la couleur, les scènes de sexe, les scènes érotiques diverses présentes dans ces bouquins et qui allaient assez loin pour l'époque, allaient être dans le film. Voilà. Jusqu'à présent, années 60 oblige, années 50 également. On le racontait, on ne récupérait que l'intrigue, on essayait de mettre un petit peu de sulfureux, mais avec la censure de l'époque. Et en cette année-là, année du changement, puisqu'on arrivait sur les années 70 et tout ce que ça implique au niveau comme changement au niveau du cinéma américain et de sa représentation graphique de la violence ou du sexe, donc nos producteurs annoncent fièrement, oui, d'ailleurs c'est marqué sur l'affiche américaine,
Nothing has been left out of The Adventurers. Rien n'a été ôté du livre Les Aventuriers. Les derniers aventuriers en français. Voilà, donc, bon, je mets un petit bémol déjà, parce que comme vous le voyez, sur l'affiche, cette photo donc, qui sert d'affiche, et qui est une des scènes du film, les acteurs qui sont présents dans cette séquence à l'écran ont été partiellement rhabillés, comme vous le voyez, ils ont une espèce de slip de bain sur la photo, alors que dans le film, pas du tout. Pour des gens qui, comme tagline sur l'affiche mettent « on va rien vous cacher », ça commence déjà pas très bien. Bon, en tout cas, force est de constater que par rapport aux adaptations précédentes de Harold Robbins, celui-ci mettait quand même le paquet au niveau budget, au niveau ambition, et, comme je vous le disais, au niveau gougoute et fesses, montré dans un film. Alors, du coup, forcément, oui, le film allait plus loin, et du coup, le film, dans un premier temps, fut interdit aux mineurs de moins de 17 ans aux États-Unis, ce qui est assez rare pour une superproduction, et quasiment dans la foulée, le film fut remonté dans une nouvelle version PG, Parental Guidance, en gros tout public, pour essayer de grappiller un peu le public familial. Et de toute manière, voilà, le film se prit une belle gamelle, puisqu'il coûta 17 millions, comme je vous le disais, et n'en rapporta que 7, donc ça s'appelle, en termes de producteur, un four, un bide, une gamelle, voilà. Lorsque le film est sorti en DVD zone 1, eh bien il affichait effectivement PG, c'est-à-dire tout public, et malheureusement, malheureusement, ils se sont gaufrés. Ils ont mis la version uncut sur ce DVD, alors qu'en fait, il est estampillé PG tout public. Ils se sont ramassés, tout simplement. La jaquette est fausse. Pour notre plus grand bonheur. Alors le film s'est ramassé, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a foiré? Il a foiré de façon très logique. Je veux dire, si adapter un bouquin de merde sous prétexte qu'il a cartonné était une recette miracle, on aurait depuis eu 112 adaptations de SAS, de Gérard de Villiers. C'est vrai que le matériau de base, le roman d'Harold Robbins, c'est tellement con que l'histoire est tellement bête et pas crédible pour dessous que tout ce qu'il nous montre, même les scènes qui se veulent les plus dures à regarder, les scènes de viol, les scènes de massacre collectif, je veux dire, il y a au moins, je crois qu'on voit à peu près 11 000 morts dans le film, ne fonctionne pas et ne provoque aucune empathie chez le spectateur. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. On se marre plus qu'autre chose, parce que c'est too much. Voilà. L'effet du film, c'est l'effet too much. Et imaginez que les producteurs de l'époque se soient dit bon, on est blindé de thunes, c'est un roman d'Harold Robbins dont on s'inspire, on va cartonner, puisque ces bouquins se vendent comme des petits pains. Tu sais quoi? On va se mettre une balle dans le pied. Imaginez que les producteurs se soient dit on va se mettre une balle dans le pied si on recrutait pour le rôle titre un acteur albanais sans aucun charisme, inconnu du grand public, et qui joue comme une merde. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Non. Si, ils l'ont fait. Oui, Benoît, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est con. Alors, vous allez découvrir, grâce à ce film, la performance absolument hallucinante de Bekim Fehmu. Alors, Bekim Fehmu, comme je vous le disais, acteur d'origine albanaise, né à Zagreb, qui, je ne sais pas pourquoi, les producteurs américains de ce film se sont décidés à essayer de lancer à l'international. Alors, juste avant, il était apparu, enfin, il jouait le rôle titre quand même de Ulysse dans la série Ulysse de 1968, une série italienne. L'accent albanais, bon, c'est pas grave, pour les Américains, ça fera mexicain. Et je comprends pas comment ce pauvre garçon en est arrivé là. Alors, en plus, il a une absence totale de jeu. Disons qu'il a un jeu mono-expressif qui oscille entre le je m'embalèque et qu'est-ce que je fous là? C'est bien simple, qu'il court, qu'il se batte, qu'il baise, qu'il meurt, il a toujours la même expression. Hello? Hello. I'm Dex Zanus. I know a bullet's hurt. Knives hurt. I'm afraid now, Dex. No. You mustn't be afraid. Nothing's changed. It was the last. Bon, on va autopsier tout ça. Bon, ça démarre avec un générique tout en sobriété, ce qui est surprenant, et accompagné d'une très jolie partition, créée pour l'occasion par le musicien Antonio Carlos Jobim, musicien brésilien dont on dit qu'il est l'un des inventeurs de la bossa nova, rien que ça. Donc pourquoi avoir recruté un musicien brésilien pour
cette bande originale, sachant qu'il n'en avait jamais fait avant. Je pense que c'est tout simple. Le film se déroulant dans un pays imaginaire d'Amérique du Sud, le Corteguay, peut-être la contraction entre le Costa Rica et l'Uruguay, je ne sais pas. On a été chercher tout ce qui se faisait de sud-américain, histoire d'être raccord. Vous voyez le genre. Notre héros enfant et insouciant, Dax Xenos. Pardon, Dax Xenos, c'est son nom. Notre enfant est jeune et s'amuse avec son chien en mode Royal Canin. C'est le calme avant la tempête puisque ce pauvre gamin va subir en moins de 10 minutes un nombre de traumatismes qui retournerait le cerveau de la plupart de nos petites têtes blondes. D'ailleurs, ce sera le cas du héros. Premièrement, on bute son chien. Deuxièmement, de méchants contre-révolutionnaires envahissent son hacienda, violent et tuent le personnel de maison, tuent sa mère, violent sa sœur. Troisièmement, on le force un petit peu, mais pas trop, à buter tous les salauds qui ont fait ça. Oui, je voudrais parler à Marcel Ruffo, c'est urgent. Bon, le gros là qui descend de cheval, le gros mexicain, enfin cortégoyen, c'est Hannes Borgnine, donc oui, supercopter, entre autres. Hannes Borgnine est déguisé donc en bon sud-américain de base. Donc les producteurs l'ont affligé d'une moumoute, d'une fausse barbe, et évidemment lui ont demandé de jouer en roulant les airs au maximum. Are you hungry? No. Bon, là les méchants contre-révolutionnaires s'en prennent également au village dans lequel Dax s'est réfugié. Allant même très très loin dans la violence. Puisqu'il n'hésite pas à brûler des plaids à même les gens. Contre-révolution échoue, les révolutionnaires s'emparent du pays de façon bienveillante et le père de Dax, ami de El Rojo, désormais l'homme qui a les rênes du Corteguay, décide de partir à Rome pour devenir ambassadeur. Et là, chers amis, il est temps de faire connaissance avec le jeu incroyablement inexpressif de Bekim Femu, puisque nous allons faire connaissance avec Dax en mode adulte. Oui, un physique un peu particulier, des yeux un petit peu morts. Dans ses meilleurs moments, il peut un peu évoquer une sorte de John Cassavetes doté d'une petite taille et hydrocéphale. Mais la plupart du temps, il joue comme une bûche, sans expression. Bon, reconnaissant quand même que quand il est en mode voiture de sport, il est beau gosse. Arrivée de la première scène érotique du film, donc réalisée par Lewis Gilbert, donc un cinéaste à l'ancienne qui essaie de choquer le bourgeois, ce qui donne un peu une scène assez drôle. On n'est pas loin de penser à Austin Powers, sauf que là on est très premier degré. Come and swim. In 5 minutes in the pool. Yes.
Et pour symboliser l'orgasme, quoi de mieux qu'un zoom frénétique? Excusez-moi. Toujours inspiré avec la volonté de respecter le talent d'Harold Robbins, Lewis Gilbert doit nous filmer une partouze. Bon, pas possible. Donc il nous filmera tout simplement au petit matin les résultats d'une partouze. Sergei! Sergei! Alors le Cortégoï, ce pays imaginaire où se déroule l'intrigue, évidemment, il est de l'imagination d'Harold Robbins. Donc les costumiers ont dû essayer de se creuser un peu les méninges pour trouver des uniformes correspondant à ce pays d'Amérique latine. Donc ça donnera, pour l'uniforme d'apparat des soldats qui accueillent Fernando Rey à l'aéroport, des casques prussiens dorés avec plumes d'autruche et des capes rouges en satin. Bon là, on est dans la pure sobriété, quoi. Alors, visite maintenant par Fernando Rey, qui interprète le papa de Dax, du palais qu'occupe maintenant son ancien ami El Rojo, qui était censé être le grand libérateur. La scène nous indique, avec quelques petits indices discrets, que ce dernier est devenu un petit peu fan de Mussolini. El Rojo comprend que son ami n'est plus tout à fait son ami et décide de l'éliminer. Par peur d'une contre-révolution, peut-être, encore une. Donc, il se débarrasse de lui de la façon la plus discrète et subtile qu'il soit. Si, on recense énormément d'explosions de téléphériques, surtout en cette saison, méfiez-vous. Bon, Dex se rend aux funérailles de son père et est accueilli par un El Rojo qui a sur la tête une sorte de... comment dire... d'autruche morte, d'oiseau décédé. Il n'y a pas ce genre de couvre-chef, ça vous pose un homme. El Rojo demande à Dax de faire la paix avec le fameux El Condor, qui est un autre contre-révolutionnaire. C'est pas très clair tout ça, mais enfin c'est quelqu'un qui n'est plus d'accord avec El Rojo et qui veut lui faire la guerre. Donc Dax est envoyé pour essayer de calmer les choses. Évidemment, c'était un piège grotesque. El Condor accepte de faire la paix, se livre, dépose les armes, et évidemment, se fait massacrer comme une merde. J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Dax rentre en Europe et évidemment il est totalement désargenté. Là, il a une idée géniale. Il va devenir gigolo pour financer un défilé de mode créé par un de ses potes pour pouvoir faire de l'argent et revenir au Cortégoï et défoncer le Rojo. Vous voyez, je vous parlais de la crédibilité de l'intrigue de Harold Robbins. Vous voyez le problème ? It's beautiful. Bon, pendant le dit défilé de son pote, Dax croise le regard de Candice Bergen et jette son dévolu sur elle. Normal, beau gosse. Qu'il finit évidemment par pécho dans une serre.
Cette fois-ci, l'orgasme sera représenté par un feu d'artifice. Subtil. Ils tombent éperdument amoureux l'un de l'autre, et bien sûr, ce qui doit arriver arrive. Candice Bergen est enceinte, et malheureusement, terrible chose, terrible accident, elle va perdre son enfant suite à un tragique accident de... balançoire, oui. Bon là, la production vient de se rappeler qu'elle avait investi quand même 17 millions de dollars dans ce gros machin. Il est temps de montrer un peu le pognon. Apparition de quelques starlettes de l'époque, certaines en devenir. On aura droit donc à une très jeune Jacqueline Smith. Is it true you've made love to every woman in this room? Not yet. Angela Schoolar Did you take the key to my apartment last night? I can't find it anywhere. et Lois Maxwell, donc deux actrices qu'on verra dans des James Bond. Lois Maxwell étant Moneypenny, qu'on la verra dans tous les films avec Connery et Moore, et Angela Schoolar qui fut petite James Bond girl, éclair on va dire, dans le film avec George Lazenby, Au service secret de Sa Majesté. Fermeture de la parenthèse. Bon, Dax se rend au Corteguay une dernière fois afin d'essayer de destituer avec l'aide de rebelles le méchant dictateur qui est devenu El Rojo. Machine guns! J'avais encore jamais vu crever autant de monde. Et alors là, c'est un festival de séquences de guerre, de massacres en tout genre. On en a déjà tellement rien à foutre que nous regardons ça avec une totale indifférence. I murdered. Connaissons ça au film, une sorte de pessimisme ambiant qui n'est pas effectivement grand public, mais voilà, dont le message est clair, hein, au travers de cette république bananière qu'est le Corteguay. Ce qu'on nous dit, c'est que voilà, les dictateurs sont chassés par des libérateurs qui deviennent eux-mêmes des dictateurs, qui sont remplacés par des libérateurs, et vous m'avez compris. Voilà. Et pessimisme oblige, évidemment, le héros va mourir. Putain, spoiler. Oui, Dax va mourir comme une merde, plombé par un jeune qui est persuadé que Dax est responsable de la mort de son père. Son père, souvenez-vous, El Condor, qui se livra au début du film à El Rojo. Non? Bon, enfin, c'est pas grave. Voilà, il va finir plombé et mourir tout seul, comme un con, sur une place déserte. Voilà. Évidemment, la fin du film assez cynique nous montre que finalement tout recommence, puisque la place sera à nouveau occupée par des soldats, et tout reprendra son cours. Merci pour ce moment. 2h55 quand même. Voilà, écoutez, on a fait le tour de ce gros machin. Alors ce gros machin, comme je vous le disais, est en train de complètement disparaître de la mémoire collective. Je ne veux pas faire une campagne non plus pour sauver ce truc-là, mais regardez-le parce que vraiment, c'est un accident industriel qui en demeure intéressant.
très, très drôle à regarder, amusant, il se passe toujours quelque chose, qui est un mélange totalement improbable entre du cul, de la violence, du grand spectacle. Ça ne tient pas la route une seconde, mais on s'en fout. C'est très mal joué par l'acteur principal, évidemment. Mais il y a quelque chose qui sonne comme la fin du vieil Hollywood, quoi. C'est le vieil Hollywood qui semble nous dire avec ce film, moi aussi, je peux faire des trucs modernes, moi aussi, je peux montrer du cul, moi aussi, et qui n'y arrive pas. Et voilà, c'est une sorte de grosse baleine échouée en train de crever, ce film, et c'est à ce titre-là qu'il en devient intéressant. Vraiment, jetez un œil, voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous me diront que j'ai tort de le classer nanar, mais je l'assume. C'est un nanar, mais que j'adore regarder. Voilà, dès que j'ai 3 heures de libre quand même. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, j'espère que vous avez apprécié la balade. J'espère que, écoutez, si vous débarquez sur ma chaîne, j'espère que vous vous abonnerez. J'ai besoin d'abonnés, merci s'il vous plaît. Et puis d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année qui débute. Éclatez-vous bien, et puis à très bientôt pour une prochaine critique. Ciao! Yes, get me. I'm Dex Zanus. 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 I'm Dex Zanus.